Je vais poser le cadre directement. Bendiman, c'est 929 de cote ITRA, c'est-à-dire la 21e plus grosse cote mondiale, tout format confondu, mais c'est surtout la 8e plus grosse cote mondiale dans la catégorie 100 miles et, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'est également le 2e de l'UTMB 2025. Alors si à mes yeux, tous les athlètes que j'ai reçus dans ces rencontres sont passionnants et passionnantes, c'est quand même pas tous les jours que je reçois quelqu'un d'aussi performant. D'ailleurs, Ben, il est tellement bouillant qu'une de mes caméras a rendu l'âme pendant l'enregistrement. Bon, tant pis pour cette partie de la vidéo. Chez Ben, il y a également ce cocktail de qualité humaine et sportive que j'apprécie particulièrement, et parfois que je recherche, je crois, dans mes invités. C'est quelqu'un d'humble, de discret, de bienveillant. Quand on regarde ses réseaux sociaux, par exemple, on voit qu'il est pleinement dédié à sa pratique, il s'entraîne dur avec rigueur et persistance, le tout dans un équilibre presque parfait entre amour profond pour la montagne et quête insatiable de son plus haut niveau à lui. Le motto de son équipementier, ASICS, c'est Sound Mind, Sound Body. Et je me demande si Ben, c'est pas le parfait reflet de cette devise. Alors, vous l'entendrez dans cet épisode, mais sa quête à Ben, elle frôle presque l'obsession parfois. Avec par exemple une connaissance fine des micros-ajustements dans son volume d'entraînement entre des années différentes. Ou encore un suivi de tous ses entraînements dans un classeur informatique depuis 6 ans. Et je vous avoue que j'aime bien ça en fait. Mais Ben, c'est aussi, voire surtout, une approche assez différente de l'entraînement par rapport à toutes et tous les élites que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui. Vous allez vite découvrir ça, mais Ben a un focus énorme sur la quantité d'heures d'entraînement, sur le volume en somme. Alors oui, il parle de la qualité, il parle du management de ce volume pour qu'il colle à ce qu'il est capable d'encaisser. Et il va le dire d'ailleurs, en faire beaucoup, c'est différent d'en faire le plus possible. Mais quand même, je crois que j'ai jamais reçu quelqu'un qui se focalisait autant sur le volume à basse intensité et sur l'adaptation des entraînements pour que ce volume soit toléré sur le long terme et soit sur des dizaines d'années progressivement, petit à petit, de plus en plus important. Mais j'ai peur d'être en train de trop simplifier sa vision des choses. Donc je vais arrêter de parler et je vous propose qu'on passe à cette interview. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et dans cet épisode, on va plonger dans l'entraînement de Bendiman. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 3 du podcast. Suunto, c'est le matériel qui m'accompagne dans tous mes entraînements, les plus intenses, mais aussi les longues sorties en montagne à basse intensité que Ben et moi affectionnons tant. C'est même un allié de choix pour les amoureux des heures passées dehors, en activité, puisque les montres Suunto proposent les plus grosses autonomies du marché, avec par exemple jusqu'à 65 heures pour la Vertical 2 dans le mode GPS le plus précis, 250 heures en mode économie. Et pour l'anecdote, j'avais consommé sur ma Race 2 seulement 45% de batterie en 21h30 d'échappée belle avec beaucoup de fonctionnalités activées. Vous pouvez découvrir tout l'eau avec moins 10% grâce aux liens et aux codes présents en description de l'épisode. Et maintenant, place à mon échange avec Ben. Salut Ben, comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci à toi. Tu m'accordes du temps en plein milieu d'une prépa, de temps que tu dédies beaucoup à l'entraînement. Tu me l'as dit, le temps est très tourné vers l'entraînement et donc c'était super qu'on puisse se retrouver ici. Donc vraiment, merci beaucoup. On va essayer d'aller rapidement au cœur du podcast, à savoir comment tu t'entraînes de manière générale. Peut-être qu'avant, juste de parler de l'athlète que tu es, on peut faire un petit crochet par l'humain que tu es derrière. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui peut-être te connaissent pas ? Ok, je suis Ben, je suis trailer professionnel, je suis américain, vous entendez bien l'accent. J'habite en France depuis presque 5 ans et demi maintenant. Je suis aussi papa de 3 enfants. Ma femme, elle est française, donc c'est pour ça que j'habite en France. J'habite dans les Pyrénées, à Bagnols-de-Bigorre. Et avant, j'étais un joueur de foot quand j'étais enfant. Et après, j'ai passé beaucoup de temps en montagne. J'étais toujours quelqu'un intéressé par la compétition. Et naturellement, j'ai trouvé le trail en 2017. Mais c'était pas un sport très sérieux pour moi. C'était pas un sport sérieux pour moi jusqu'à 2021 avec la naissance de mon premier enfant où j'ai lancé ce projet d'aller à fond dans le trail. Et aujourd'hui, tu es de l'équipe ASICS. On est dans un environnement où tu es en train de chercher le plus haut niveau de performance qui soit. Donc le projet, il semble déjà pas trop mal réussi. Le parcours, il semble pas trop mal réussi. Oui, tout à fait. Donc, ils ont lancé le Base Camp cette année pour les athlètes qui veulent
courir sur le terrain de Chamonix, autour les traces de UTMB et les autres marathons de Mont Blanc, bien sûr. Mais c'est aussi c'est un exemple de stage pour les athlètes trail. On n'est pas des cyclistes, donc c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Mais ici, c'est une grosse opportunité d'être 100% athlète et chercher le plus loin. Avant qu'on parle de trail un peu plus, est-ce que tu as une autre passion que le trail à côté? Moi, j'adore la cuisine, tout ce qui est cuisine. Je cuisine chez moi et j'ai bossé aussi dans la cuisine. Donc, j'adore le voyage, la cuisine. Pour moi, oui, j'adore. 3 questions que je pose à tous mes invités pour terminer le profil humain. Est-ce que tu as un film préféré, un film qui t'a marqué, si tu dois en regarder qu'un seul? Probably No Country for Old Men. Ok. Est-ce que tu as un livre qui t'a marqué? Un livre, oui, Moby Dick. Tu connais? Bien sûr. Pour l'instant, je connais les 2 films et livres que j'ai dit, et No Country for Old Men, et c'est un de mes films préférés. Donc, très heureux de t'entendre parler de lui. Et est-ce que tu as une musique ou un artiste préféré? Moi, j'ai vu que tu mettais souvent Bonobo, Madlib, MF Doom. Oui, je bascule entre le hip-hop des années 90 et autant moderne. J'aime bien Fortet dans ce mode électro où c'est aussi on dirait intellectuel, ou c'est pas juste tout à fait une beat qui résonne la même chose chaque fois, et aussi cette crossover entre experimental electro and ambient, like Boards of Canada, j'aime bien. Musique à l'effort ou pas? Oui, sur le tapis, oui. Ok. Tapis, je sais que j'ai entendu qu'il y a des gens qui utilisent le tapis de faire rien, de juste essayer d'avoir cette tête blanche. Mais moi, je profite quand je suis sur le tapis, j'aime bien d'écouter des DJ playlists et tout. Parce que ça, c'est aussi, j'adore de juste écouter plein de musique et chercher des nouveaux artistes que j'aime bien. Donc, si je suis en effort, ouais, il y a des playlists que j'utilise. Par contre, je n'utilise pas la upbeat music quand je suis en mode endurance parce que ça me tire et je veux aller plus fort, et c'est aussi important d'avoir cette intensity control. Donc pour moi, la musique, c'est une drogue, quoi. C'est quelque chose qui peut vraiment changer ton état mental. Donc j'utilise quand j'ai besoin. Ok, ça marche. J'ai préparé un petit profil du sportif que tu es. J'espère ne pas m'être trop trempé. Si jamais tu vois que j'ai fait une erreur, t'es libre de me corriger. T'es de la team ASICS depuis 2024, donc ça va faire 2 ans. T'es également accompagné par Amazfit, Leki et 226 sur la nutrition. Est-ce que tu as un entraîneur ou une entraîneuse? Non, je suis Tu t'entraînes seul? Ouais. Ok, c'est ce qui me semblait. Et comme quoi on peut s'entraîner seul et performer très fort, puisque tu as une cote ITRA à 930, ce qui est un des niveaux les plus hauts qui soit. Et tes plus hautes performances semblent être sur des formats longs, 100K, 100 miles. Alors, dans les résultats notables, j'en ai noté plein. J'ai fait un condensé, parce que si je les liste tous, ça va passer l'épisode. Déjà, 14 minutes 55 sur 5 km et 29,59 et 7 centièmes sur 10 km. Alors, comme les performances sur 10K sont arrondies, 30, mais t'étais juste en dessous des 30. Ta première course de trail, c'était en 2014, aux États-Unis. Run the Route. 50 km et 3000, où tu cotes 584. C'est quand même assez éloigné de tes dernières cotes. Il y a eu une petite évolution depuis. Bon, alors j'en ai noté quelques-unes des performances, mais moi ce que j'ai trouvé remarquable, c'est la différence dans les courses sur lesquelles tu peux être performant. Par exemple, tu fais 3e à la Diag en 2024 et 2e de la Saint-Élion derrière Thomas Cardin 1 mois plus tard, alors que les 2 courses sont quand même drastiquement opposées, très différentes. 3e du Grand Trail des Templiers en 2023, derrière Poupy et Albonne, et 1er de l'Andorra 100K la même année. Dans tes plus beaux résultats, j'ai aussi noté 1er du Mute en 2024, 1er du Lavaredo en 2025, 8 minutes sous le record. 5e de la Transvulcania en 2026, même si on va reparler, ce résultat semblait pas à la hauteur de ce que t'espérais. On en reparlera après peut-être. Et bien sûr, 2e de l'UTMB en 2025, derrière ton collègue de team, Tom Evans. Est-ce que dans cette histoire, j'ai oublié un résultat qui a beaucoup de valeur à tes yeux, qui mérite d'être précisé? Non, je crois que c'est quoi? Le plus important sur la... Mais oui.
Ouais. Ok. Tu l'as dit, est-ce que tu peux revenir dessus? C'est quoi ton passé de sportif? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à courir sur des sentiers et faire du trail running? J'ai fait le cross-country quand j'étais adolescent, le cross. Ouais. Et je me rappelle que on avait cette... avant le premier meet, le premier course, on avait il y avait 2 âges. Il y avait le 7th et 8th grade, donc je crois que j'avais 14 ans. Donc moi j'étais le plus jeune, il y a une autre classe plus âgée. Et donc, on a couru un petit peu avant, tu vois, juste les entraînements très légers, mais on n'a pas fait des gros efforts. Donc, ils veulent caler qui va aller dans la grande course et dans la petite course. Donc, on a tous fait cette time trial de 3 km dans une parc vallonnée et j'ai gagné. Et le coach, il était « Wow, OK, on va lui mettre avec les grands sur les grandes courses. Et les grandes courses que j'ai fait, j'ai gagné. Et j'ai vu que il y a un potentiel là que n'était pas touché, qui était peut-être développé pendant que j'ai joué le foot, mais qui n'était pas exposé. Donc c'était vraiment quelque chose de naturel. J'ai pas travaillé. J'ai pas l'impression que j'ai travaillé pour ça. En même temps, j'ai détesté le cross. J'étais angoissé avant. Pendant, c'est pure souffrance. Tu finis, t'es soufflé, tes collègues, ton coach, ta famille, tu content, mais toi, t'as envie de vomir. Et ça n'a rien à faire avec le foot. C'est là que t'es avec tes copains. Quand tu fais un but, tu as cette glory, tu vois. C'est cet gros coup de contentement. Donc, j'ai décidé de quitter le cross et continuer avec le foot parce que j'étais pas passionné par la performance, c'était là, mais la passion, non. Donc, j'ai continué avec le foot jusqu'à 20 ans. Donc, j'ai fait à University, j'ai joué pour 2 ans. Après, j'avais une blessure au niveau des genoux et j'ai tout quitté. J'ai décidé, tu sais quoi, je suis fini avec ce sport. Ok. Et j'ai pas fait sport pour longtemps après. Donc, mais en 2016, donc quand j'avais l'année où j'ai quitté. Quand j'ai dit que j'ai tout quitté. J'ai quitté l'école, j'ai quitté le sport. J'ai pris un job au restaurant, j'ai économisé de l'argent et après j'ai lancé de l'Appalachian Trail. Donc j'ai marché pour 6 mois dans la forêt. Et c'est là où j'ai fait des premières étapes d'endurance. J'ai fait quelques journées de 70 kilomètres, mais beaucoup très tranquille, Ouais, quoi. J'étais pas là pour battre un record ou quoi. C'était pour réfléchir. C'était qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux faire avec ma vie. Donc j'étais tellement attiré par la nature. Après, c'était nature ou rien. Donc j'ai décidé d'habiter dans un endroit proche de la nature, spécifiquement les montagnes dans l'ouest des États-Unis. Et oui, comme tu as vu en 2000, c'était quand le premier 50K que j'ai... Oui, donc I returned to school, je suis retourné à l'université, en Montana State University. Et my roommate, comment dire roommate? Colocataire. Mon coloc Andy, il était enregistré pour cette course et moi j'avais envie de lui battre. Donc j'ai dit OK, I'll sign up. Et en même temps, j'ai pas couru du tout. J'ai battu, mais ouais, donc c'était la première fois. Mais j'ai vu, il y avait Kylian Jornet cette année-là. Okay. Il y avait Kylian Jornet, il y avait toute l'équipe Salomon était là. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ils étaient tous des jambes très well-shaped, rasées, tout beau comme ça, les couleurs floraux avec le rouge. Et moi, j'étais juste avec le running, soccer shorts, long t-shirts. J'ai fait là aussi le KV d'ailleurs, tout.
Donc, c'était la première fois où j'ai vécu une course, mais c'était pas intéressant pour moi de faire ça. En gros, j'étais passionné par les sommets à ce moment-là. Donc, j'ai fait beaucoup de randonnées, de chercher les grands sommets, un peu d'alpinisme, on dirait. Et 2018, j'ai traversé le Népal à pied. Et après, j'ai rencontré une Française. Et j'étais un peu fatigué avec tous les longues marches que j'ai fait. Et elle était aussi une voyageure seule en Inde, parce que, voilà, Népal, après, je suis allé en Inde. Et son voyage était terminé. Elle a décidé de rentrer chez son père à La Réunion. Donc, j'ai entendu déjà les gens parlent le Diagonale des Fous. Dès que j'ai contacté l'organisation, ils avaient un dossard pour les internationaux. Donc, j'avais un dossard. Et j'ai fait ça avec les gens de randonneur en 31 heures. Mais c'était vraiment après ça où j'ai décidé, tu sais quoi, si tu vas faire un autre 100 miles, si tu veux faire le trail, il faut que tu t'entraînes. Mon gars, ça suffit pas de juste marcher à mon thème. Ouais. Clairement, tu peux finir une course si tu fais beaucoup de marches, mais tu peux pas performer. Ouais. Donc, c'était là après où je sais vraiment ça lancer. Et est-ce que dans ta carrière de sportif, tu identifies un virage important, un moment où les choses ont changé de dimension un petit peu, où il y a eu une vraie évolution, où ça a été quelque chose de linéaire et progressif? Ah ouais, comme j'ai dit, c'était après mon premier enfant était né, parce que j'avais en France, j'avais un titre de séjour de famille. Je peux pas travailler la première année. Okay. C'est écrit sur la carte, tu peux pas travailler. Donc et moi, je n'étais pas habitué de ça. J'ai bossé toute ma vie. Si j'ai pas bossé, j'ai marché. Bref, j'avais beaucoup d'énergie de faire quelque chose. Et j'ai mis toute cette énergie dans la course à pied. J'ai remarqué que tu n'avais fait presque aucune course de trail entre 2018 et 2021. 3 ans sans course. Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps? Tu t'entraînais dur pour... Ouais, c'est ça, oui. Pour progresser? Désolé, j'essaie de pas dire « ouais ». Ma femme m'a dit « arrête de dire « ouais », c'est « oui ». Non, elle va me corriger. Si elle écoute ça, elle va me dire « arrête avec tes « ouais ». OK. En 2018... Donc, à cette période-là, j'ai bossé les hivers à Yellowstone National Park. J'étais un guide de ski. Donc, j'étais dans la neige pour entre 6 et 8 heures par jour. Beaucoup de breaking trail. Donc, j'avais les skis où j'avais besoin de faire la trace dans le bois, dans les collines. C'était super pour le cardio. Okay. Parce que tu es en altitude, tu fais ça 6-8 heures par jour. Et aussi, j'ai couru. Tous les soirs, je vais aller courir sur la route tout enneigée. Et j'étais en mode aerobic base. Oui, donc j'ai fait ça. Et après, on était à Australie. Okay. Et j'ai fait des courses là-bas. J'ai tout gagné. J'ai pas perdu une course en Australie. Mais c'est des courses locales. Ouais. C'était marrant parce que on arrive en Australie. On voulait acheter une voiture. J'ai économisé dessus, mais j'avais pas beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a une course. Tu montes 800 mètres et tu descends jusqu'à le village. Donc c'est up and down, classique. Et le vainqueur, il gagne $1,000. Okay. Et j'ai dit, je vais faire ça. Ça, je passais la route. Et on avait aussi un petit peu à côté, mais oui. Donc, j'ai utilisé ça pour acheter la voiture. J'ai gagné la course en descente, en mode sauvage, parce que c'était hyper raide, sur juste une plaque de cailloux comme ça, un peu dangereux. Et j'étais juste à fond. Et j'ai attrapé le gars en descente et j'ai poussé les plats jusqu'à la village, j'ai gagné. Mais oui, après, j'ai pas fait des grandes courses que jusqu'à 2021. Si je te demande aujourd'hui, pour toi, une course parfaite, ça ressemble à quoi en distance, dénivelé, terrain? J'hésite parce que souvent, une course parfaite, c'est quelque chose qui correspond très bien à tes forces. Mais je pense que j'ai aussi progressé beaucoup parce que j'ai fait des courses très différentes et pas tout à fait
qui correspond bien à mes forces et qui expose mes faiblesses aussi en même temps. Mais maintenant, je vois que, peut-être quelque chose qui dure 12 heures, je suis très performant. Okay. Ouais. Et ça, c'est sûr que le dîner-veillée, c'est bien pour moi. Un bon mix. J'aime bien le mix. S'il y a un peu de marche, un peu de roulant. L'UTMB est presque un peu trop long par rapport du coup. Non, mais c'est, en fait, je suis pas tout seul en tant qu'athlète qui croit qu'il peut être très performant pour 12 heures. Okay. 10 heures, 12 heures, c'est des marques où on voit que on peut envisager un effort à fond pour 12 heures. Ouais. Mais je sais pas combien d'athlètes croient qu'ils sont capables de tout donner pour 20 heures ou 19 heures qu'on va faire cette année, je crois. Donc ça, c'est le gros point d'interrogation. Comment allonger cet effort? Parce que je pense qu'il y a aussi un allongé de performance entre 4 heures à 8 heures à 10 heures. Et maintenant, c'est comment on peut préparer de performer pour 19 heures. Ça, c'est une question. Et même Tom, je ne sais pas c'est pas possible d'être sûr que tu vas faire ça. Ouais. Mais si tu réussis d'avoir les bonnes jambes sur la bonne journée, tout est possible. On peut pas être sûr que c'est possible, mais si tu réussis à avoir les bonnes jambes sur la bonne journée, tout est possible. Waouh, je trouve qu'elle est belle cette phrase. Elle reflète bien l'amour de Ben pour la performance et la recherche de ses limites. Et je profite de cette phrase qui résonne avec l'amour du dépassement de soi pour vous parler de Compressport, partenaire de la saison 3 du podcast Courir mieux. Compressport, c'est un acteur du monde du trail qui met au cœur de ses réflexions les courses, les compétitions et l'amélioration de nos performances. Il propose une large gamme de produits de haute performance pensés pour nous accompagner dans les entraînements au quotidien et les grands jours, et qui sont conçus en croisant des tests dans leur laboratoire de recherche et les retours terrain de grands athlètes de leur team et d'une équipe de testeurs. Pour les grands jours et la recherche de performance, il y a une technologie que j'apprécie particulièrement, par exemple dans les compétitions, notamment en longue distance d'ailleurs, c'est la compression ciblée sur les quadriceps, qu'on retrouve par exemple dans le cuissard Under Control Trail. Si la littérature a peu creusé les effets de celle-ci sur les trailons et les ultras, après des heures de descente, on sait avec certitude qu'elle améliore le maintien. Et personnellement, je trouve que dans ces contextes, cette sensation fait une vraie différence. Croisé avec des vêtements clairs pour lutter contre la chaleur, comme le t-shirt Trail Performance par exemple, c'est le combo parfait pour moi pour les trails estivaux. En description, vous trouverez un lien vers ces produits et un code promo réservé aux auditeurs de Courir mieux. Et maintenant, je vous propose qu'on revienne à mon échange avec Ben. Quelques questions pour clôturer ce profil sportif avant qu'on rentre dans ton entraînement. Quelle est aujourd'hui ta paire de chaussures préférée? C'est clair que c'est les Meta Fuji 2 qui arrivent en juillet pour le public, je crois. Ok. Ouais. Quel est ton aliment en course préféré? Qu'est-ce que tu utilises le plus? C'est les gels, c'est sûr que j'utilise le plus. High Energy 226 Gel en fraise que j'utilise le plus. Okay. Mais en milieu de notre une tranche de pizza, c'est bien. Ok, ça marche. Ton aliment en récup préféré? Qu'est-ce que tu manges après un gros effort? Très simple, c'est des ou en soir, si c'est vraiment parce que si je fais 6 heures d'endurance le soir, le riz, les œufs, ça suffit pas, je peux faire plutôt un burger. Okay. Est-ce que tu as un parcours que tu adores où tu adores aller t'entraîner? Oui, autour de moi, j'aime bien de m'entraîner le plus local possible parce que il faut pas gaspiller le temps quand tu as 3 enfants. Et je suis souvent dans cette petite vallée qui s'appelle la vallée de l'Espagne. Ok. Et ça, c'était pas chez nous, c'est idéal. Un sommet que tu aimes particulièrement? Le pic du Midi. Ton meilleur souvenir en trail? Si pour l'instant, je te demande d'en garder un seul. Je pense que j'avais des fortes émotions en arrivant à Cortina l'année dernière, quand j'ai gagné le Lavaredo. Je me sentis, j'avais... c'est pas à chaque fois que j'ai des émotions hyper fortes à la fin, mais là, j'avais des fortes émotions. T'as fait les trucs que tu voulais faire. Good job, man. Si je te demande le revers de la médaille, le pire souvenir en trail aujourd'hui? Le pire, c'est le Diag 2000.
2023 où j'ai fait 3e derrière... non, Ah, 2024, tu fais 3e? derrière Chumi et Blanchard. Ouais. Mais là, c'était terrible. Mon père, il est décédé il y a un mois avant. J'étais déjà dans un état mentalement terrible. Mais je voulais faire la course quand même. Et après Silas, Blanchard, j'ai fait une erreur. En fait, Blanchard, il est parti vite à Silas. Et Chumi a suivi. On était juste ensemble. Hein. Moi, j'ai décidé de faire un peu de cruise control, un peu de relax, parce que le jour est long. J'ai continué de dire ça. Gère l'effort, c'est long. Mais ils ont accéléré, ils ont fait le truc. Et après, j'étais tout seul pour 100K. Okay. Non, oui, presque 100K. Oui, okay. Tout seul. Un peu de camera runner, mais tout seul, avec les émotions que j'ai fait le course avec, pensée de mon père. Okay. Et en mode souffrance. Donc, c'était l'enfer. Comme quoi, le résultat est pas forcément corrélé à l'état émotionnel, parce que c'est un résultat honorable, 3e, et pourtant, émotionnellement, c'est très désagréable ce que tu racontes. Ok. Et dernière question de cette section, est-ce que tu as une ou un athlète qui t'inspire particulièrement, quel que soit le sport? C'était Thierry Henry qui était mon joueur préféré quand j'étais jeune et je pense qu'il est toujours super cool et même quand il n'est plus un joueur, mais j'aime bien comment il se comporte et tout. Okay. Dans le sport endurance, j'aime bien Armstrong, tu vois. Okay. Juste en milieu d'effort sauvage. Okay. I like the single-mindedness, même s'il était un tricheur. Okay. C'est pas ça que j'aime. J'aime sa mentalité de cette fin de gagner. Oui. Je te propose qu'on passe à la partie sur comment tu t'entraînes, comment tu approches les choses. Tu es un de ces athlètes qui t'aligne sur des parcours alpins, donc des trails avec beaucoup de dénivelé, etc., mais qui est également extrêmement rapide, avec des performances qui sont remarquables sur des formats routes ou sur des formats très roulants. Est-ce que c'est quelque chose que tu cultives, justement, cette polyvalence et cette vitesse pour pouvoir performer sur un Templier ou une Saint-Élion? Il faut être rapide. C'est quelque chose que tu cultives? Oui. Donc, globalement, la structure de mes entraînements est de basculer souvent entre les disciplines. Ça, c'est une façon de progresser, même pas progresser, parce que maintenant, c'est beaucoup de maintenir. En même temps, quand tu commences, tu vas progresser. Si tu fais une sortie roulant, après une sortie marche, après une sortie facile, après une sortie un peu de fractionnée, et si tu fais des fractionnés quand c'est raide, quand c'est moins raide. Mais le plus important, c'est si tu es en train de changer le type de terrain suivant, tu vas garder les jambes, les fibres. C'est une façon parce que finalement, le volume, c'est très important. Tu peux pas juste faire on dirait la qualité et avoir une envie de gagner l'UTMB. Le volume, c'est hyper important. Donc, comment faire le volume en même temps et pas blessé et aussi d'être exposé à plusieurs disciplines dans le trail. Donc, pour ça, j'aime bien, comme j'ai dit. Et c'est aussi bien où j'habite parce que en bas, c'est jamais tout plat. Mais en même temps, si tu fais 10 km, ou souvent c'est une sortie easy au plat, c'est entre 12 et 16 km avec 200 mètres de dénivelé. Mais après, on a les moyennes montagnes qui sont plus roulants. Il y a aussi des routes qui montent. J'aime bien de monter sur la route, pas tout à fait chaque fois la trail. Mais après, il y a les kilomètres verticales et l'alpine derrière. Donc, je peux toucher tous les types de terrains par rapport à la saison, par rapport au type d'entraînement. Mais pendant une semaine, oui, j'aime bien de taguer plusieurs sommets pendant la semaine, mais c'est aussi, il y a cette base les roulants, les collines, le tapis. Mais en milieu de saison, je touche pas la piste. Ouais, début de saison en hiver, j'aime bien de faire la piste, mais je trouve que ça donne rien.
vraiment pour le trail. Ok. Il y a pas de grand chose à chercher. Après, si tu veux, spécialement si l'objectif est de progresser, si tu fais un 5 km en 14 minutes ou 15 minutes, il n'y a pas une grande différence que tu vas voir sur le trail, même si tu te sens mieux. Mais en tout cas, là, ce que tu viens de dire, c'est que toi, tu cherches à toucher à plein de pentes différentes, des choses très roulantes, des choses très raides, des choses de la marche, de la course plus rapide, de la course plus lente. Et c'est aussi, oui, c'est ça, mais it's the sequence that's the key. C'est le séquence, Ouais, c'est séquence, c'est ça la clé. l'enchaînement. Ouais, les enchaînements de ça. Parce que c'est un truc à dire, je vais tout faire. Peut-être ça va pas marcher. Moi, I have un instinct très fort de savoir c'est quoi et qu'est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui. Okay. Tu vois. Par exemple, oui, j'aime bien, par exemple, avant que je vais faire une sortie avec un énormément de dénivelé, je vais accumuler les kilomètres roulants. Okay. Et après, parce que ça coûte, même si tu cours pas vite, j'ai fait vendredi dernier, j'ai fait 3700 mètres de dénivelé en 42 km. Et j'ai ajouté un peu le plat à la fin. Donc, ça peut être plus court que ça. Ouais. Je sais que si tu fais ça, souvent, tu vas devenir très lent et plat et mou, en fait. Même si tu grimpes fort, c'est pas bien. Ouais. Donc, j'aime bien de mettre une petite micro-bloc de roulant avant et après. Tu l'as dit, et quand on regarde un petit peu comment tu t'entraînes, tu accordes beaucoup d'importance au volume d'entraînement. Et est-ce que, du coup, ton volume, quand tu regardes comment tu t'entraînes, est-ce que tu le calcules, tu le surveilles à la semaine, à l'année, en dénivelé, en heures? Comment est-ce que tu traques ce marqueur? Oui, je traque. Donc, pour l'instant, je suis... ouais, c'est un sujet intéressant parce que j'ai essayé plusieurs façons de préparer les ultras. J'ai essayé de faire les blocs de 5-6 semaines. Tu fais plus chaque semaine. Et ça marche. Mais maintenant, j'essaie de faire un plateau de kilométrage avec une monte où le dénivelé monte pendant. Okay. Parce que le dénivelé, c'est un proxy pour durée et une proxy aussi pour intensité. Même si c'est pas haute intensité, c'est une intensité plus élevée que si tu cours au plat. Mm-hmm. C'est pas possible de monter avec une fréquence cardiaque de 110. Oui, bien sûr. Donc, si je fais ça, en fait, donc avant, j'ai le 90 Mont Blanc qui arrive semaine prochaine. J'étais entre 160 et 172 km par semaine je suis semaine 5 maintenant. Et chaque semaine, je fais un petit peu plus de dénivelé. Okay. Peut-être oui. Donc, j'utilise ça pour développer un peu le sharpening, specificity, progression, sans risquer de faire beaucoup de kilomètres parce que... mais l'idée aussi, donc j'ai parlé de ce bloc, le bloc que j'ai fait avant Transylvania, c'était comme ça, mais avec plus d'intensité, mais moins de kilomètres, c'était autour de 130, 140 kilomètres. Et pour le TMB, je vais faire comme maintenant, mais avec entre 180 et 200. Je pense que c'est important de faire quelques semaines à 200 km avec 10 à 12 1000 mètres de dénivelé. Donc, c'est une progression dans chaque bloc, mais aussi dans la saison. Et hors saison, je suis en hiver, j'utilise ce temps d'accumuler beaucoup de volume en montagne avec les skis et aussi de changer le type de course à pied que j'ai fait. Donc, j'ai dit que j'ai fait la piste. J'aime bien de courir vite hors saison. Parce que je trouve que fin de saison, les jambes sont forts, mais ils tombent pas très bien. Ouais. Donc, c'est aussi de retrouver la vitesse. C'est bien pour le mental aussi. Et chaque année,
J'essaie d'accumuler un petit peu plus que l'année avant. Peut-être pas toute l'année, mais peut-être dans une période, je vais faire plus. En hiver, par exemple, ou avant le bloc de l'UTMB. Ça dépend. Qu'est-ce que je cherche? Mais je sais bien qu'il faut pas faire trop de kilomètres début de saison. Il faut préserver les jambes. Si tu veux faire un bon UTMB, il faut avoir de bonnes jambes en juillet. Sinon, s'ils ont déjà fatigué, si tu trouves que tu es dans un état de fatigue ou tu as une petite blessure qui, peut-être ça gêne pas les entraînements, qu'est-ce que tu veux faire pendant les entraînements mais qui est toujours là, ça va changer comment tu vas performer. Bref, it's like these micro, medium cycle and large cycles that I'm looking at during the year. Et tu l'as dit, hein, mais c'est pour être sûr d'avoir compris. Tu regardes de ce que tu racontes beaucoup plus la distance parcourue et l'elevation, le dénivelé, que le volume horaire. Oui, mais it follows, ça suit. Yeah, mais du coup, si tu as dit, si tu gardes ton kilométrage, mais que tu augmentes le dénivelé, le volume horaire, il gonfle un petit peu. Ouais, ça va gonfler. Oui, okay, ça, c'est d'accord. l'idée. Ouais. Ok, c'est l'idée. Ouais. Ok, d'accord, très bien. Oui. Et quand t'es en ski, l'hiver, hors saison, là, juste, tu en fais plein et tu t'en moques un petit peu? Oui, mais je regarde là. J'aime bien de faire les semaines autour de 24 heures. Je regarde les heures en hiver. En hiver, plus les heures, ouais. Oui, en hiver, je suis plutôt les heures. C'est le kilométrage, je regarde pas. En ski, ça n'a pas beaucoup de sens. Je regarde si j'ai fait moins de 50 km par semaine, je me suis dit, peut-être faire un peu, parce que j'aime bien de faire moins 50 km pendant l'hiver, à pied, oui. Et le ski, les distances, c'est rien. C'est les dénivelés. J'aime bien les gros blocs de dénivelés. C'est sexy pour moi de voir 15 000, 20 000 mètres de dénivelé par semaine, c'est cool. Ouais. Mais intensity control, encore, c'est super important. Donc, je fais pas de course à ski, je fais plutôt endurance. And it's like, for me, you have to... C'est super important, le chronic load. Ouais. Tu vois? Ouais. Peut-être c'est une faiblesse de moi de faire, parce que je suis capable de faire beaucoup, mais de peut-être pas faire des périodes où c'est un peu plus léger, le volume, pour assimiler. Mais en même temps, je sais aussi que si je supporte this chronic loading, derrière, il y a quelque chose qui arrive. Et je pense que c'est pour ça que je suis si fort pendant les ultras. Donc toi, ce que tu viens de dire, juste pour clarifier pour les auditeurs, ce qui est super important, c'est la charge chronique globale que tu vas accumuler pendant longtemps. Et même si à certaines périodes, tu t'autorises pas de vraies décharges pour assimiler, tes décharges sont quand même chargées. En fait, ce sur quoi tu comptes, c'est vraiment l'espèce de gros volume global et de charge chronique que tu accumules au fil des mois et des années. Ouais, c'est ça. Donc, pour l'instant, comment je gère la régénération, j'essaie de faire 90% de volume lundi à vendredi. Ok. Tu vois? Et le week-end, c'est pas off, mais c'est très peu de volume. Ok, ça marche. Comme ça, je suis présent avec la famille. C'est pour ça que je fais. Mais je suis présent avec la famille, mais aussi il y a 2 jours pendant la semaine où tu sais que si tu es fatigué et tu veux pas faire que t'es pas obligé. Si tu as l'envie, tu peux faire 1 heure, 1 heure et demie, mais pas plus. L'idée est de régénérer le week-end. Et ça marche. Je trouve que c'est une façon. Mais aussi, j'ai fait, l'année dernière, je crois que c'était 12% moins de volume que l'année avant. Et j'avais mes meilleures performances l'année dernière. Okay. Donc, peut-être c'est important parce que je suis sur une courbe, j'ai tout de spreadsheet pour de 6 ans derrière moi. Tes données de 6 ans d'entraînement. Et ça monte comme ça, linear progression de volume. Mais l'année dernière, j'ai fait un peu moins et j'avais les performances. Donc, de temps en temps, quand on parle des cycles de 3, 4, 5 ans, peut-être c'est bien de prendre une année et tu fais un peu moins.
Mais je pense pas que ça va marcher chaque fois. Si tu continues de diminuer, je crois pas que tu vas avoir le résultat derrière, parce qu'en fait, après, tu fais un peu moins, tu es capable d'aller un peu plus loin. Et c'est quelque chose que je vois au niveau de physiquement, mais les sensations, par exemple, quand j'ai commencé le ski de randonnée il y a 3 ans, quand j'ai fait 3000 mètres de dénivelé, même si j'étais bien capable de faire, j'ai pas bien dormi ou j'étais un peu fatigué le jour après. Maintenant, les jambes, ils mangent le dénivelé. C'est pas un gros problème, 3000. Mais ça, c'est quelque chose, je crois, que tu découvres et fais des adaptations très long terme. Tu as dit quelque chose pendant la réponse sur le volume qui était intensity control. Et je voudrais qu'on parle un peu des intensités. Comment tu les travailles, tes intensités? Donc, tu as dit beaucoup de basses intensités. Est-ce que tu en fais également des hautes intensités? Et si oui, comment? Je vois que mon corps est assez sensible à l'intensité, c'est-à-dire, je réponds très rapidement. Okay. J'adapte très rapidement, mais j'étais capable de tomber malade rapidement aussi si je fais trop. Donc, je suis prudent avec l'intensité parce que aussi avec mon sport. Le sport, pour moi, c'est les ultras. C'était même pas transvolcanien, c'est pas assez long de montre mes forces. Je crois que je cultive pendant longtemps, mais quand je parle 90 Mont Blanc, l'ultime, mais même 90 Mont Blanc, ça va faire 10 heures et je vais faire le double de ça dans 2 mois. Bref. Les intensités que j'ai besoin de maîtriser sont pas très, très élevées. Okay. Je joue beaucoup dans la zone 3. Okay, sur 5, donc entre le seuil SV1 et SV2, si je veux faire l'intensité. Et c'est là qui correspond sur des efforts forts pendant les courses. Tu vois, si je suis en train de faire le truc avec Baptiste Chassaigne, je vais faire ça en zone 3. Okay. C'est pas la zone 4 pour moi. Quand je fais la route, je suis proche de la SV2 plus, mais je vois que si je suis vraiment proche de la SV2, il faut doser ça correctement, sinon il y a des conséquences derrière. Et quand tu veux mettre ça dans une plan de 20 heures d'entraînement par semaine, c'est hyper dur. Okay, ouais. C'est hyper dur parce que même tu as beaucoup de variables. Peut-être le corps il bat pas très fort ce jour-là et tu utilises ça pour gérer ton intensité, tu vas aller trop fort. Ouais. Moi, j'utilise de temps en temps le lactate, mais ça, c'est une autre chose à faire, c'est une autre chose à ajouter dans nos entraînements. Et j'aime bien la simplicité. Okay. Donc, quand je joue avec l'intensité dans ma tête, il y a souvent cette idée de spécificité. Donc, if I want to play with intensity, si je veux jouer avec l'intensité, je préfère que c'est quelque chose qui correspond, que je vais faire pendant la course. J'aime bien les blocs. Par exemple, je trouve que tu peux mettre l'intensité en mode power hiking, même quand tu cours uphill. Et donc, j'utilise cette année, I'm gravitating plus to over-under type d'effort. Okay. Donc, 1 minute ou 2 minutes on, suivi par une bloc par récup, mais pas fort non plus. Et tu fais ça pendant la montée, par exemple. Ça, c'est bien parce qu'il y a une spécificité, mais c'est aussi de changer vitesse en montée, c'est bien, je trouve. Ouais. Parce que c'est important aussi d'apprendre au cours de faire quelque chose avec le lactate. Ouais. Donc, oui, de temps en temps, je fais de 5 fois 6 minutes sur le tapis, mais sur in a stable state. Mais je trouve que this flux, c'est très bien. Savoir changer de vitesse. Oui, je fais les deux, mais je préfère le flux. C'est plus fun, c'est plus engagé, plus explosivité. Plus explosif? Plus explosif. Okay. Mais aussi, je crois que ça fait quelque chose. Si je veux toucher l'intensité, ça donne quelque chose plus que stable state. Du coup, sur ta montre, tu as la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, on en a parlé. Mais je sais pas si tu sais, tu as une petite zone tout à la fin, la rouge, la zone 5.
Ouais. Est-ce que tu y vas de temps en temps à celle-ci? Oui. Il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans, l'hiver, j'ai fait cet type d'entraînement où je fais 3-4 heures sur les skis. Ouais. Après, j'ai fait des strides, des 200 mètres Ouais. pratiquement. Et je fais ça, c'est zone 5. J'ai fait les 200 mètres, j'ai fait 30 secondes, 29 secondes. Et j'ai essayé d'être autour de 30 secondes là. Et entre 29 et 32 suivant, progressivement, et ça c'est zone 5. J'ai essayé, donc ça c'est polarized type training, mais ça pas, c'est juste tu t'es fatigué après. J'ai essayé, t'as pas besoin d'aller si vite que ça, même si tu aimes bien. Maintenant je fais pas beaucoup de zone 5. Tu t'entraînes combien de fois par semaine, en général? Combien les de jours? séances Ouais, ou... par exemple, combien de séances tous les jours? Est-ce que tu as un jour off? Souvent, c'est 7 jours. Mais à la fin de bloc, comme maintenant, je vais prendre un jour off. Ok. Début de bloc, quand t'es frais, t'es bien, aucune raison de prendre un jour off. Ok. En hiver, aucune raison de prendre un jour off. Ok. Si tu gères bien ce que tu fais, t'as pas besoin de prendre un jour off. Mais maintenant, je sais que quand ça arrive, il faut respecter le rythme plus. Je prends un jour off, souvent samedi. Et j'ai fait pas mal de doubles séances par jour. Ok. C'est une façon d'accumuler c'est trop fatigué. Sans faire 3-4 heures pour chaque séance. Donc, ça dépend, c'est entre 10 à 12 séances par semaine. Et du coup, au lieu de faire 3-4 heures, tu vas faire 1h30, pause, repas, sieste, 1h30. C'est ça que tu voulais dire? Je fais cette idée de changer de type de terrain. Ok. Donc, je vais faire, ça dépend que j'ai fait le jour avant, mais souvent, the structure is like this. Je fais lundi, c'est quoi? Lundi, c'est sortie endurance avec quelques blocs de zone 3 sur les pentes raides. C'est le matin. L'après-midi, c'est un flat run où si je veux ajouter cette double intensité, je mets le tapis à 10% et je fais les 3 minutes. Répétition de 3 minutes. Le mardi, parce que je fais 2 séances comme ça avec beaucoup de charge. Le mardi, c'est single session, mais long. 3 heures, roulant. Mercredi, je vais retourner sur 2 doubles séances encore. Pas tout à fait avec le même principe, mais si j'ai fait le roulant avant, je cherche le matin quelque chose de raide encore. Ouais, ok. Et peut-être en récupérant l'après-midi. Ok. Et jeudi, je fais encore quelque chose moyen long. Et l'après-midi, je fais force musculaire. Je suis dans la salle. Ok. Et vendredi, c'est sortie longue. Ok. Ouais, ça va. Sortie longue, c'est 4 heures plus. Tu viens de le préciser et tu l'as dit quand même au fil de toutes les réponses que tu as données jusqu'ici, mais il me semble que tu pratiques au moins 4 sports différents. Course à pied, donc trail ou à plat, ski, musculation, tu viens de le dire, et vélo, c'est ça? Est-ce qu'on a fait le tour de tous les sports que tu fais? Ouais. Ok, un peu de yoga, j'ai cru voir en arrivant ici. Première fois que je vais cette année, mais ça fait bien, franchement. Ok, ça marche. Est-ce que tu suis ta forme d'une façon ou d'une autre? Est-ce que tu utilises un petit questionnaire, la VFC ou... Non. Ok, c'est vraiment feeling. C'est une bonne idée, mais non. Parce que souvent, les feelings sont... Et je suis le plan. Parce que les sensations sont tours. Souvent, je trouve que les gens sont fatigués, je suis pas bien, je veux dormir, je veux pas m'entraîner. Après 1 heure, je me sens bien. Ouais, ok. De temps en temps, c'est un long échauffement avant le corps s'ouvre pour les entraînements, mais non, je suis pas quelqu'un qui... J'essaie pas d'être trop sensible à comment je me sens chaque matin. Ok, très clair. Et dernière question de cette partie sur l'entraînement. Est-ce que tu as une alimentation particulière? Est-ce que tu fais très attention à ce que tu manges ou... J'essaie plus et plus. Ok. Parce que maintenant, après l'UTMB, l'année dernière, j'avais cette... qu'est-ce que je dois faire pour taper ce dernier pourcent? Ok. Tu vois? Ouais. Parce que Tom, il a tout fait.
Il a fait tout ce qu'il faut pour être un athlète complet au niveau. Mais je suis pas la même gare que lui. Ouais. Donc, c'était plutôt de dire qu'est-ce que j'ai besoin personnellement. Et il me dit, manger, c'est pas, tu peux manger mieux. Tu parles à l'effort ou au quotidien ou les deux? C'est sûr quotidien. À l'effort, oui, il y a des choses à raffiner, mais quotidien, ça peut être plus calé. Parce qu'avant, j'ai pensé que l'objectif était de manger le plus possible, de m'entraîner le plus possible, mais finalement, c'est pas tout à fait la bonne idée quand tu veux chercher ces derniers pourcents. Donc, j'essaie d'être plus, de manger, comment explique? J'ai changé. Avant, j'aimais manger les céréales sucrées le matin ou rien et aller m'entraîner. Maintenant, je mange correct. Je mange les flocons d'avoine avec un peu de beurre de cacahuète et un fruit. Je mange la même chose chaque jour. J'essaie de manger bien pendant la séance. Comme ça, je suis pas hyper gourmand, affamé le soir. Je mange la pâtisserie parce que j'aime, mais je suis conscient aussi que c'est pas tout à fait bien. Donc, je négocie beaucoup entre moi-même qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux même pas manger. Si j'ai une sortie longue le lendemain, ok, je peux manger le pizza ce soir parce que je vais utiliser les mains. Mais c'est mieux de manger le pizza le jour avant que le soir après, tu vois, pratiquement, parce que tu vas utiliser le pizza et pas après tu fais le séance. Si tu manges un pizza directement après, oui, ça fait du bien, mais c'est peut-être mieux d'avoir consommé cette énergie avant. Je travaille, j'ai pas maîtrisé, j'ai en train d'être mieux avec tout ça. Mais nous, on mange beaucoup de légumes chez nous, beaucoup de choses locales et bio, mais on n'est pas strict, non. Je te propose qu'on arrive à la fin de cette interview. Je voulais te poser quelques questions sur l'UTMB avant de conclure rapidement. Tu as essuyé 2 DNF sur l'UTMB en 2023 et en 2024. Et en 2025, tu termines deuxième. Selon toi, ça a été quoi le plus gros game changer qui t'a fait passer de DNF 2023-2024 à deuxième en 2025? Just persistence, pure. Okay. Ouais, c'est juste... Moi, je crois que c'est une bonne course pour moi. C'est mon objectif. C'est aussi quelque chose que, même quand j'ai abandonné 2 fois, j'étais convaincu que je peux bien faire cette course. C'est pas grave d'abandonner. C'est 2 jours qui n'étaient pas bien pour moi. Oui, j'ai fait des erreurs les 2 jours-là. C'est donc l'idée de rester confiant et pas faire des erreurs de débutant, quoi. Okay. Ouais, l'objectif est d'arriver en bonne forme, prêt mentalement et physiquement. Mais aussi, l'UTMB, ça fait, c'est unique parce que on a cette ambiance, cette énergie qui est tout à fait différente que les autres courses, et on peut vite perdre cette facilité qu'on trouve d'autre part. C'est-à-dire, on peut pas manger correctement ou on peut faire la course avec les autres au moment où c'est pas la peine. Okay. Et si tu fais ça, début l'ultra, si tu fais ça et tu restes d'abandonner, spécialement si c'est ton objectif est de gagner, faire le podium. Dans la limite, si t'es trop proche de la limite, c'est pas bien. C'est des basiques, quoi, qui m'ont amené de faire deuxième parce que je crois que j'étais pas sur ma meilleure journée. Okay. Je crois que ma préparation de l'Avaredo a coûté quelque chose. Okay. Et oui, j'ai fait le work avant le TMB, mais c'était beaucoup de maintenance, maintenir où j'étais. Cette année, l'objectif est d'arriver... en fait, pour la première fois, je vais arriver à 90 de Mont Blanc sans réfléchir qu'est-ce qui va passer au niveau du résultat. Okay. Normalement, je suis quelqu'un, si tu me mets sur la ligne, je vais lever la main et je vais gagner. Okay. Là, n'importe. Parce que
vraiment, ma tête, c'est qu'est-ce qui est derrière. Ok, ça marche. Donc, le bloc d'entraînement que je vais faire cette semaine, 2 semaines avant la course, ça va être une grosse semaine d'entraînement. Normalement, je suis en train de déjà dire, il faut diminuer la charge, chercher la fraîcheur. Mais maintenant, je sais qu'en fait, maintenant, cette période, maintenant, c'est super important pour ta perf à l'UTMB. Et c'est que j'ai fait après cette course qui compte aussi. Donc, si je mets tout pour cette course, et même si je réussis pas, après, il reste que je peux pas faire tout ce que je voulais avant le TMB. Donc, voilà, ça va être intéressant de voir. Tu disais, le 8 janvier, tu as annoncé sur les réseaux sociaux que tu repartais sur l'UTMB en 2026 pour un unfinished business. Quand est-ce que, parce que j'imagine que c'était pas le 8 janvier la décision, à quel moment tu t'es dit j'y retourne, c'est sûr, dès que tu as passé la ligne d'arrivée? Non, on a pris oui, presque, ouais. Okay. Oui, c'est Ça allait vite. en gros, oui. Non, je suis I'm a terrible loser. Ok. Tu vois, quand je gagne pas, je suis comme un enfant. Donc, le moment, je suis, OK, c'est pas mal, mais come on, what are we really here to do? Ouais, tout de suite après, j'étais, OK, on va revenir plus fort. Si je te demande aujourd'hui, qu'est-ce qui te manquait selon toi en 2025 pour mieux performer? Est-ce que c'est ce que tu as dit un peu plus tôt dans ta réponse, à savoir, il te manquait un peu de fraîcheur, par exemple avec ce que la préparation Lavaredo t'a coûté? Oui, c'est plutôt ça. J'ai cherché loin. Et aussi, j'ai mis beaucoup d'intensité avant Lavaredo. C'est pour ça que je suis prudent maintenant. Okay. J'ai fait, tu vois, avant Lavaredo, ce travail, il te rappelle qu'est-ce que tu as fait l'année dernière. Et je vois les sorties de 50 km avec le Grade Adjusted Pace à 3 minutes 50. Tu vois, je dis, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est trop. Ouais, ça va vite. C'est trop. Et j'avais quelque chose à prouver. J'ai bien prouvé, mais même là, j'ai fait beaucoup d'intensité. J'ai monté le volume et l'intensité en même temps pour 5 semaines. J'ai bien performé à Lavaredo, mais même je pense que si j'avais fait un peu moins, je peux faire plus fort, encore mieux. Ouais. Okay. Je pense qu'il y a encore, pour moi, entre, je sais pas, 10 minutes maxi, je crois, pour vraiment faire cette course à fond. Ok. On ne sait pas vraiment si parce que j'ai couru du sol. Donc peut-être si je cours avec quelqu'un d'autre, peut-être on fait 15 plus. Mais bref. Après, j'ai monté le kilométrage en intensité en même temps. Et aussi, j'ai vécu comme j'ai dit, le meilleur souvenir que j'ai eu, c'était là. Donc, il y a le pic émotionnel, le pic de forme autour de la même période. Après, tu as toujours cette barre qui arrive après, mais ça arrive dans un moment un moment où, en fait, tu veux être en train de monter encore tout ça. Ouais. Mais je suis comme dans le vallée. Et donc, l'objectif cette année, oui, c'est d'être climbing constantly. Ouais, jusqu'à l'UTMB. Donc, préserve le temps mental et physique. Comme ça, je peux mieux faire le work et je peux rester plus concentré sur qu'est-ce qui est important. Parce qu'on oublie que dans notre travail, on peut faire 3 grandes courses chaque année. Mais même de bien faire 3, c'est hyper dur et rare. Donc, c'est presque mieux de dire je vais faire 1 et voir qu'est-ce qui se passe après. Je te propose une petite question avant d'arriver aux 3 questions pour conclure. C'est la question de la rubrique Merrell. Merrell, c'est un partenaire du podcast Courir mieux. On propose aux auditeurs de te poser une question et j'en sélectionne une dans le lot. Et j'ai sélectionné des questions par rapport à là où tu vis actuellement. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que tu préfères le pic du Midi de Bigorre ou le Montaigu? Bonne question. Je suis en fait plutôt Montaigu parce qu'il n'y a pas un télésiège qui monte. Ok, c'est bon. Ouais, télécabine, ouais. Et j'en ai pris une deuxième dans cette liste.
Est-ce que c'est possible de s'entraîner dans les Pyrénées et de performer dans les Alpes, ou est-ce que les massifs sont trop différents? Ils sont différents. C'est tout à fait possible de s'entraîner dans les Pyrénées et performer dans les Alpes parce que tu vas trouver que c'est plus facile ici, dans les Alpes. Ok. Même temps, pour bien faire, tu fais le dernier bloc ici dans les Alpes pour juste faire les dernières micro-adjustments avant. 3 petites questions pour conclure cette interview. Est-ce que tu as un objectif à long terme, quelque chose qui te fait rêver? Gagner l'UTMB? Oui, voilà, man. That's it. Ok. Ouais. Après, si tu gagnes l'UTMB, t'arrêtes tout? Non. Juste, je réfléchis pas trop qu'est-ce qui se passe après. Quel message ou conseil tu aimerais que les auditeurs et auditrices retiennent de cette interview de Ben Dimman? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Pour moi, j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui écoute cette podcast qui veut progresser. Mais c'est pas quelque chose qui est fait dans une période courte. Je crois que je suis convaincu que si ton projet est assez long, tu vas réussir. C'est-à-dire, si tu donnes le temps de vraiment faire quelque chose, tout est possible. Okay. J'ai vécu ça quand j'ai traversé les États-Unis. Si tu vas aller Mexique et Canada, ça prend 6 mois. C'est long. Si tu veux progresser à côte ITRA à 500, à 900, peut-être ça va durer... ça prend du temps. Donc, trouver des façons de... une vie autour de ce projet. C'est-à-dire les solutions jour le jour. Trouver des solutions jour au jour, le quotidien qui t'aide à marcher pas à pas à cet objectif. Et dernière question de Margot, qui participe à la réalisation de ces épisodes dans l'ombre. Elle demande: qu'est-ce qui fait de toi l'athlète que tu es aujourd'hui? J'imagine je suis l'athlète que je suis grâce à toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie. C'est dur à dire. C'est juste, je suis depuis enfant, j'aimais bien la gagne. Okay. J'avais besoin de gagner des choses, mais en même temps, je suis pas arrivé ici dans un chemin classique, et j'apprécie aussi ce côté de nature, de puissance nature, cette passion d'adore. Moi, je suis un athlète avec les deux choses en même temps: performance, passion pour la nature. Merci beaucoup, Ben, pour toutes tes réponses à mes questions. De rien. Voilà, c'est tout pour cet épisode avec Ben Dimman. Tout d'abord, je remercie Fort Endurance, partenaire nutrition de la saison 3 du podcast Courir Mieux. Fort Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité, dont la plupart sont composés en respectant les recommandations de la littérature scientifique, avec des choix autant pour les entraînements courts que pour les longues performances. Dans l'interview, Ben a précisé qu'il aimait particulièrement les gels haute énergie à la fraise de son partenaire à lui. Aussi, vous pouvez soit aller découvrir ces derniers, soit jeter un œil à leur équivalent chez Fort Endurance, les gels Endurance 45 goût fraise, avec 45 g de glucides, un ratio maltodextrine-fructose de 1,08 et 460 mg de sodium par gel pour 75 g de produit. Pour découvrir ces gels, vous pouvez utiliser le lien et le code présent en description qui vous donne moins 10% sur vos commandes. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 3, Compressport, Merrell et Suunto. En description, vous trouverez des codes promo pour chacun d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour avoir accès entre autres à mon échange exclusif avec Ben. On y parle de son VO2 max stratosphérique, de son 90 du Mont Blanc et pourquoi est-ce qu'il a choisi cette course dans sa préparation à l'UTMB 2026, et de sa séance d'entraînement préférée qu'il nous donne clé en main de manière ultra détaillée. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois grâce à un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode avec Margot en face à face où on discute de comment bien finir sa prépa trail, de comment gérer les derniers jours, les dernières semaines, en croisant la littérature scientifique qu'on connaît elle et moi sur le sujet, et notre expérience d'entraîneur avec la mienne en tant qu'athlète. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.